Mère ou la mutation de la mort, chapitre 9, la vie innombrable. En effet, c'était un mystère, plus profond que celui de l'apparition de l'homme mental parmi les bêtes, plus profond que celui de l'apparition d'aucune espèce parmi d'autres espèces de la même substance. Il faudrait peut-être remonter à l'éclatement de la vie parmi les minéraux. C'est comme une autre vie qui naissait. Comment le minéral apprenait-il la vie? C'est un peu cela. C'était l'éclatement de sa paisible solidité. C'était une vague de quelque chose d'indistinct, impalpable, irréel, entre guillemets, et surnaturel, ou d'une autre nature, qui s'emparait de ces cristaux et de ces atomes, les broyait, décomposait, une énorme décomposition. Mais la recomposition, cette vie, entre guillemets, c'était peut-être bien quelque chose d'invisible pour lui, trop rapide pour lui, et il n'en mesurait que les effets décomposants. Et en quoi cette vie supramentale nous est-elle accessible, à nous, hommes pensants et bien solidement installés dans nos molécules cultivées? La décomposition, nous pouvons la voir, mais si tant est que notre intérêt dépasse l'étroite ronde ou large ronde de notre vie mentale en quête de panacées économiques, politiques ou esthétiques au milieu des petits minéraux en débâcle, comment pouvons-nous espérer participer ou collaborer à cette vie supramentale qui, après tout, a l'air d'être la dissolution de toute notre bonne vie, peut-être même la dissolution de ces aimables corps, si l'on en juge d'après l'expérience du prototype humain qui s'appelait mère. Et qui aura jamais le courage de traverser de sang-froid pareille ordalie évolutive? Il est vrai que l'expérience de mère était un peu comprimée, comme si l'on bourrait des siècles en quelques années ou quelques mois. Et nous supposons que l'expérience s'étendra sur des générations dont les cellules s'affineront, s'éclairciront, s'assoupliront. Nous supposons aussi que la grande vague supramentale s'emparera, ou s'empare déjà, de tous ces corps à leur insu, qu'ils en pensent du bien, du mal ou rien du tout, et les travaillent sourdement de l'autre côté de la trame du mental physique, au niveau cellulaire, et usent, sapent, pilonnent cette forteresse de mort et de maladie et de lois imprescriptibles pour les faire déboucher subitement ou progressivement dans cette matière délivrée de la tyrannie mentale. Une vie déjà singulièrement allégée, avec un commencement de petites chansons dedans. Mais au bout de tout cela, qu'arrive-t-il à ce corps du vieux règne? La décomposition finale ou quoi? On passe dans l'invisible et l'insubstantiel, pour nous, même si c'est une autre substance et une autre visibilité, ou quoi? Mais après tout, les végétaux et les petites bêtes du bon Dieu ont bien continué à être très substantiels et visibles
après l'éclatement du minéral. Il n'y a pas de raison de supposer que l'évolution sera plus déraisonnable qu'avant, même si elle dérange la raison du mental. Qui sait? Peut-être que d'autres yeux viendront. Peut-être ne connaissons-nous pas encore toute la visibilité de la Terre, tout son naturel, pourrions-nous dire, et qu'elle n'est pas à jamais emprisonnée dans un spectrographe. Qu'est-ce qui va se passer? C'est un peu la question que nous pose le corps de mer, comme si nous étions là devant un spécimen hâtif, accéléré. Et il faut bien croire que ce corps-là ne pouvait pas être accéléré sans que nous en subissions aussi l'accélération. La contagion dangereuse, comme elle disait en riant. Vraiment, c'est comme si l'évolution, pour une fois dans sa longue histoire, nous mettait en présence de ces données futures dans un corps, in vivo. Vivra, vivra pas, réussira, réussira pas. Où va-t-on? Elle se le demandait aussi. Le fils des cellules. Le cœur du bois est tendre, puis il se lignifie. Année après année viennent se former les anneaux concentriques de son âge. Sans doute observe-t-on le même processus ou un processus analogue avec les couches de nacre ou de corail à tous les niveaux et dans toutes les branches de l'évolution, à commencer par l'atome qui tisse ou attire ses électrons autour de lui, jusqu'au Soleil avec ses planètes. Et toujours, il y a ce durcissement, cette calcification ou cette agglutination. Et nous ne pouvons pas nous empêcher de penser que ce que nous appelons matière, ce n'est pas le fait originel, mais une induration. La matière, entre guillemets, c'est une habitude durcie. Et il semble que l'être supramental suive le même processus de formation ou d'enroulement que tous les autres corps, mais sans l'induration. La substance première vient s'agglutiner autour de la petite vibration pure des cellules, se déposer lentement autour de ce noyau d'appel ou de prière, ou d'amour peut-être, répété indéfiniment par le mental des cellules, mais tandis qu'aux premiers âges de la vie, une croûte, une carapace quelconque se formait à la longue pour séparer les êtres, les formes, les modes distincts au sein de cette masse de conscience-force ou de conscience-matière amorphe et protéger cette vie précaire. Ici, à l'autre extrémité de l'évolution, l'individu est déjà formé, c'était le but de ce long voyage, déjà conscient cellulairement, et parce qu'il est conscient, individualisé, il peut volontairement amalgamer la substance première sans avoir besoin de la lignifier ou de l'encrouter pour se séparer et se protéger du reste de l'univers. La grande frayeur est partie. Sa protection est la densité même de cette substance de conscience.
Chaque fois, les cellules physiques de Mère avaient la sensation qu'elles allaient éclater ou se volatiliser dans cette marée de puissance solide. Mais, n'étant pas emprisonnées dans une forme fixe, durcie, ce corps, ce nouveau corps, peut se fondre ou circuler partout, dans tout. C'est la vie innombrable. C'est la vie physique sans séparation. C'est la grande unité de la vie, unité de la matière, unité de la conscience, vécue matériellement. C'est le prodige de cette vie-là que préparaient ces millénaires douloureux de séparation dans une petite prison de matière fossilisée. Et l'on comprend bien qu'il fallait arriver à être cellulairement conscient pour pouvoir édifier cette vie-là. C'est la matière elle-même, évoluée, consciente, individualisée, qui tisse son propre corps, pur, avec la substance même d'où elle était partie aux premiers âges amorphes. Un fils des cellules. Car ne nous méprenons pas, ce n'est pas le mental qui tisse ce corps-là. Ce n'est pas le cœur, ni les sentiments, ni les concentrations spirituelles qui fabriquent ce corps-là. Nous avons tous un corps de conscience. C'est une vieille histoire. Même si nous sommes assez ignorants ou aveugles pour ne pas nous en apercevoir avec nos yeux encombrés d'obscurité. Dès que l'on est un peu formé, conscient, développé dans sa conscience mentale. Quand ce ne sont plus seulement des idées, entre guillemets, qu'on remue à la pelle, mais une force mentale ou une force affective ou une force spirituelle que l'on concentre autour de soi et manie. Un corps subtil se forme. Un corps mental, un corps de conscience, un corps d'énergie, pourrait-on dire, formé de toutes nos vibrations agglomérées et dans lequel on voyage. C'est dans ce corps subtil que Mère rencontrait Sri Aurobindo sans même le connaître à Paris en 1903. C'est dans ce corps subtil que nous allions à 10 000 kilomètres, comme nous l'avons raconté, assister au suicide d'un ami dans une chambre que nous ne connaissions pas, d'une ville que nous ne connaissions pas, mais que nous avons vue et décrite aussi exactement que si nous y étions allés physiquement. Là aussi, c'est le vieux principe de l'enroulement des forces. On enroule et tisse des forces mentales, vitales ou psychiques, comme d'autres enroulent des couches de calcaire. Et un corps, entre guillemets, se forme. Mais avec Mère, il ne s'agit pas du tout de ce corps-là, pas du tout d'un corps subtil. C'est un corps matériel, fabriqué par des cellules matérielles, mais conscientes. Seulement, ce n'est pas la matière ou le degré de matière fossilisée que nous connaissons. C'est la matière première. Ce sont les cellules qui seules peuvent comprendre, entre guillemets, cette matière-là, la reconnaître. La première fois où Mère a découvert ce monde de matière, où les vivants et les morts, entre guillemets, sont ensemble, sans différence, c'est le corps,
les cellules qui se sont aperçues de l'existence de ce monde. Que Mère était restée 84 ans, 1962, sans voir, elle qui avait toutes les visions possibles. Le mental vit seulement dans sa tête, et nos microscopes sont seulement les yeux perfectionnés de cette tête-là. Mais les cellules savent. Elles arrivent justement au moment de leur évolution où, dégagées de la cage du mental physique, ce premier corps de frayeur, elles pourront prendre connaissance à leur manière directe de l'univers matériel et découvrir leurs propres moyens de locomotion. C'est une espèce nouvelle qui se forme, avec une perception nouvelle, évidemment, mais une espèce très matérielle, probablement même plus matérielle que celle de notre mental. C'est l'espèce supramentale. Et finalement, il est bien juste, il est logique qu'une évolution de la matière aboutisse à un épanouissement de la matière, une floraison de la matière même, et non au triomphe d'un petit serin dans sa cage mentale. Alors nous nous apercevrons que nous ne connaissions rien au monde. L'ubiquité cellulaire. Pendant très longtemps, Mère ne savait pas très bien ce qui se passait. Et nous comprenons de mieux en mieux pourquoi Sri Aurobindo ne disait rien, pourquoi il n'avait pas révélé son secret. Il fallait que ce soit le corps lui-même qui trouve le chemin, fasse le chemin. Les explications ne s'adressent qu'au mental, et le mental n'a rien à voir là-dedans. Au contraire, il risque de prendre ses imaginations pour des réalités. Pour le corps, il n'y a pas d'imagination. Il ne peut comprendre que ce qui est. Pourtant, parfois, d'étranges expériences venaient littéralement éclater, comme il arrive parfois qu'on débouche subitement dans une clairière, puis le rideau de la forêt se refermait et c'était la longue, lente marche aveugle où il semblait ne rien se passer pendant des années. Puis de nouveau l'expérience revenait, plus aiguë, plus vaste, plus précise, comme si elle avait cheminé souterrainement, et l'on ne savait même pas toujours que ceci se raccordait à cela ou était la suite de cela. Ce nouveau corps, il se formait très invisiblement, lentement, autour des cellules, par petites couches ou enrobements microscopiques, avec chacune de ces aspirations, ces prières silencieuses, ces vibrations d'appel dans la grande déroute du vieux corps. Un matin de 1962, juste quelques mois après l'expérience des grandes pulsations, après sa sortie de la première trame du mental physique, quand Mère avait tout à fait cessé de quitter sa chambre d'en haut, nous l'avons trouvé avec une sorte d'air déconcerté, ébahi, comme quelqu'un qui est devant un problème incompréhensible. Il y a des choses assez curieuses.
Je ne sais pas si tu connais la différence entre le souvenir d'une expérience intérieure, du physique subtil ou du subconscient, de toutes les régions intérieures, et le souvenir d'un fait physique. Il y a une très grande différence de qualité. C'est la même différence qu'entre la vision intérieure et la vision matérielle. La vision matérielle est précise, délimitée et en même temps plate. Je ne sais pas comment expliquer cela, très plate, tout à fait superficielle, mais très exacte. Cette espèce d'exactitude, d'une précision qui définit des choses qui ne sont pas du tout définies. Eh bien, la différence entre les deux souvenirs est de la même qualité que la différence entre les deux visions. Et je me suis aperçu ces jours derniers que je me souvenais d'être descendu de ma chambre, d'avoir vu des gens et des choses, d'avoir parlé, d'avoir organisé certains détails, plusieurs scènes différentes du souvenir physique. Pas du tout des choses que j'ai vues en extériorisation avec la vision intérieure, le souvenir matériel d'avoir fait certaines choses. Et alors, j'ai dû regarder cela après comme un souvenir. Ça m'a arrêté d'un coup. Et je me suis demandé, mais enfin, est-ce que je suis descendu matériellement ? Tout le monde est là pour me prouver que je ne suis pas descendu, que je n'ai pas bougé d'ici. Pourtant, j'ai le souvenir matériel de l'avoir fait et d'avoir fait d'autres choses, même d'être sorti. Eh bien, je suis en face d'un problème. Non seulement ce souvenir est tout à fait matériel, mais les effets de ce que j'ai dit et fait existent. Mais tu as pu vérifier qu'il y avait eu des changements ? Avons-nous tout de suite demandé à Mère. Mais c'est arrivé. J'avais dit, cela doit être comme cela, et c'est devenu comme cela. Par exemple, si j'ai dit à quelqu'un, mettez ça là, cette personne l'a mis là. Elle ne sait pas que c'est moi qui le lui ai dit, mais elle l'a fait. Elle ne le sait pas parce qu'elle n'a pas la même conscience que moi. Mais le fait que mon intervention a eu un effet immédiat s'est produit même avant que j'en ai le souvenir. Parce que cela s'est déroulé à l'envers. Quand je me suis aperçu que telle chose avait été faite, je me suis dit, diable, cette personne est merveilleuse. Et puis tout d'un coup, j'ai bien vu. Mais non, je le lui ai dit. Je le lui ai dit. Et puis il y a eu l'image. L'image, pas le souvenir d'une vision, mais le souvenir qu'on a de quelque chose que l'on a fait. Alors, nous demandions, ce n'est pas une extériorisation dans le physique subtil. Non, non, parce que pour le physique subtil, le souvenir de l'extériorisation est très différent. J'ai une grosse expérience de cela, n'est-ce pas, depuis quelque chose comme 60 ans. Je connais ce phénomène. C'est exclusivement, si tu veux, le genre d'expérience qu'on a dans le mensonge physique, dans la conscience physique ordinaire. Un dédoublement matériel ?
C'est possible. C'est peut-être cela. L'ubiquité, quelque chose comme cela. Et Mère n'était pas plus avancée d'avoir mis une étiquette sur le phénomène. Mais les autres personnes qui avaient fait les changements matériels voulus, selon les instructions de Mère, n'avaient pas, elles, le souvenir physique d'avoir vu Mère. Bizarre. Pourtant, elles avaient fait les changements. Comment se fait-il ? Et Mère de nous répondre. Pour eux, quand il leur arrive des expériences, ils n'ont aucune connaissance. L'ignorance est la chose la plus répandue. Ils prennent tout pour des rêves. Alors, ce n'est pas la peine d'essayer de leur expliquer, comprennent pas. Tout est classé rêve, rêve, rêve. Alors, deux physiques ou un seul dans 2 degrés de matière, 2 façons de vivre la même matière, séparées par la barrière du mental physique. Un vrai physique, comme disait Sri Aurobindo, et l'autre. La vraie matière, la matière vue et vécue par les cellules du corps, et l'autre, vue et vécue par le mental. Mais pour la conscience ordinaire qui vit dans la cage mentale, tout ce qui se passe de l'autre côté de la cage, dans la même matière pourtant, est comme un rêve, un autre monde. Et si on leur demande pourquoi ils ont fait ces changements, ils répondent « j'ai pensé, j'ai senti » ou « j'ai eu un rêve et Mère m'a dit ». C'est-à-dire que le corps des cellules est d'un degré de matière plus fin que notre substance. Il n'y a pas de carapace. Nos yeux actuels ne saisissent que la carapace opaque. Et pourtant, c'est un corps matériel qui se promène matériellement dans notre monde matériel. Mais Mère restait devant son problème, et toutes les ubiquités du monde ne lui expliquaient rien, sauf qu'on avait mis une petite étiquette de plus, comme toujours, pour masquer l'ignorance et apprivoiser l'inconnu. Notre monde est bourré d'étiquettes, en gréco-latin par-dessus le marché. C'était en 1962. Un an plus tard, un subit éclatement dans la forêt, inattendu, incompréhensible comme toujours, mais cette fois plus situé. Il doit y avoir quelque chose de nouveau dans la conscience des agrégats cellulaires, quelque chose. Résultat, j'ai eu une série d'expériences fantastiques, cellulaires, que je ne peux même pas expliquer et qui doivent être le commencement d'une nouvelle révélation. Quand l'expérience a commencé, il y avait quelque chose en moi qui regardait. Tu sais, il y a tout le temps quelque chose qui regarde d'une façon un peu ironique, toujours amusée. Oui, ça, c'est Mère. Et qui a dit « Bon, si cela arrivait à quelqu'un d'autre, on se croirait bien malade ou à moitié fou.
Alors j'étais très tranquille et j'ai dit bien, il faut laisser faire, je vais regarder, je vais voir. Indescriptible. Indescriptible. Il faudra que l'expérience se répète plusieurs fois pour que je puisse comprendre. Fantastique. Cela a commencé à 8h30 et ça a duré jusqu'à 2h30 du matin. C'est-à-dire que pas une seconde je n'ai perdu conscience et que j'étais là à observer les choses les plus fantastiques. Je ne sais pas où ça va aller. C'est indescriptible, n'est-ce pas? On devient une forêt, une rivière, une montagne, une maison. Et c'est la sensation du corps. C'est la sensation tout à fait concrète de ça. Mère pinçait la peau de ses mains. Et beaucoup d'autres choses indescriptibles. Cette fois encore, nous sortions notre petite étiquette et demandions à Mère l'ubiquité. Une unité, répondait-elle, le sens de l'unité. Bien entendu, au niveau cellulaire, tout est un. C'est la grande unité qui court partout, sans séparation, sans carapace. Même les montagnes n'ont pas de carapace, ce sont les hommes qui ont une carapace. Et elle ajoutait ceci, qui est assez mystérieux, ou nous paraissait tel quel à l'époque. Il est évident que si cela devient une chose naturelle, spontanée et constante, la mort ne peut plus exister, même pour le corps. Il y a là quelque chose que je sens, sans pouvoir l'exprimer ou le comprendre mentalement encore. Il doit y avoir une différence, même dans le comportement des cellules, quand on laisse son corps. Quelque chose d'autre doit se passer. Qu'est-ce qui s'est passé en 1973 ? Que se passe-t-il ? Un corps, des cellules qui ne meurent pas. C'était en 1963. Puis le rideau de la forêt s'est refermé pendant 6 ans. Et tout le temps, Mère nous disait, nous répétait, sans que nous comprenions vraiment, c'est la conscience des cellules qui doit changer. Nous ne comprenions pas très bien en quoi la conscience des cellules pouvait changer les modalités du corps. Et elle ne le savait pas très bien elle-même non plus. Seulement, elle savait que c'était la clé du mystère. Et elle travaillait, peinait à éveiller ce mental des cellules, cette petite vibration pure au fond des cellules, à éclaircir, délivrer toute cette substance des vieux vestiges hypnotiques du mental physique. Et peu à peu, elle sentait quelque chose se tisser au-dedans.
Elle sentait comme une explication sans explication qui montait aveuglément du fond de ce corps. Ce qui prend du temps, nous disait-elle en 1966, c'est de préparer la matière. Cette matière cellulaire telle qu'elle est organisée maintenant, de la rendre assez souple et assez forte pour pouvoir supporter la force divine. Et en effet, c'était cette marée de puissance qui venait comme par petites touches à mesure que la trame lâchait, cette bouillie bouillante de la matière première, ces 1000 expériences de dissolution, jusqu'à ce qu'elle puisse supporter l'invasion dorée, comme disait Sri Aurobindo, lorsque la deuxième trame s'est enfin dénouée. Ça prend beaucoup de temps, mais ça explique tout, tout se trouve expliqué. Le jour où on pourra décrire ça en détail, ça sera vraiment intéressant. Elle ne l'expliquera jamais. Elle le vivra. C'est nous qui cherchons à dénouer les lianes de la forêt, tailler à la hache dans le rideau obscur, raccorder les clairières inattendues. Et il y a un petit commencement de comment sera cet être que Sri Aurobindo appelle supramental, la prochaine création. Un petit commencement. Et comme Sri Aurobindo l'a dit, une explication qui vient du dedans au dehors. Le dehors, la surface, n'a qu'une importance très secondaire et ça viendra tout à fait à la fin, au moment où ce sera prêt. Mais c'est du dedans au dehors que ça commence, et ça commence d'une façon assez précise et intéressante. Beaucoup de temps. Du dedans au dehors, comme le papillon dans la chenille. Puis d'un coup, en 1969, juste 6 mois après le grand tournant de 1968, quand le corps de mère a été laissé seul à lui-même avec ce mental des cellules qui était bien obligé de se développer puisqu'il ne restait plus que celui-là, un autre éclatement, cette fois radical. C'était jamais le corps n'a été si heureux. C'était la présence complète, la liberté absolue et une certitude. Ça n'avait aucune importance qu'il meure. Ces cellules, d'autres cellules, c'était la vie partout. La conscience partout, absolument merveilleux. C'est venu sans effort, c'est parti simplement parce que j'étais trop occupé. Et c'est le sens divin, n'est-ce pas? C'est avoir le sens divin. Pendant ces quelques heures, 3 ou 4 heures, j'ai compris absolument
ce que c'était d'avoir la conscience divine dans le corps. Et alors, ce corps-ci, ce corps-là, ce corps-là, Mère faisait un geste partout autour d'elle, désignant le corps des uns, des autres. Ça ne fait rien, ça se promenait d'un corps à l'autre, tout à fait libre et indépendant, sachant quelles étaient les limitations ou les possibilités de chaque corps, absolument merveilleux. Je n'avais jamais eu cette expérience avant. Absolument merveilleux. C'est parti parce que j'étais tellement occupée que... Et ça a duré pendant plusieurs heures. Jamais ce corps, depuis 91 ans qu'il est sur terre, n'a senti un bonheur pareil. Liberté, pouvoir absolu et pas de limite. Pas de limite, pas d'impossibilité, rien. C'était... Tous les autres corps étaient lui. Il n'y avait pas de différence. La vie innombrable. La vie matérielle innombrable. Plus de carapace, plus de prison. Et une vie sur la terre, dans un corps terrestre formé par les cellules. Un corps qui ne meurt pas. Le fait du cadavre. Du coup, Mère regardait la mort autrement, mais pas pour longtemps. Un mois après cette expérience, Mère croyait avoir trouvé la solution. Et en effet, c'était peut-être une partie de la solution. Et elle disait ceci. La question se posait. Tout ce travail de transformation des cellules, de conscience dans les cellules, tout cela semble être gaspillé puisque ça va se désagréger. Et alors est venue d'une façon tout à fait précise, presque concrète. Il y a une manière, c'est, avant de mourir, de préparer au-dedans de soi-même un corps avec toutes les cellules transformées, illuminées, conscientes, les grouper et en former un corps avec le maximum de cellules conscientes. Et puis, quand le travail est fini, la conscience entre dedans et l'autre peut se dissoudre, ça n'a plus d'importance. Voilà qui est simple, mais qui nous semble un non-sens évolutif. On jette la guenille. Cette guenille qui a douloureusement, longuement, millénairement préparé cette nymphose. Il doit y avoir quelque chose d'autre. Il doit y avoir un chaînon manquant, vivant, qui relie cet autre corps à celui-ci. Une
transformation de la matière ou une dissolution de la vieille matière? Mais alors, où est notre sens là-dedans? Il y a une fluidité, une plasticité qui devient de plus en plus évidente pour la conscience, avec seulement, juste quelque chose extérieurement qui devient de plus en plus comme une illusion. C'est comme un bout d'écorce qui couvre maladroitement à certains endroits. Qu'est-ce qui va arriver à cette écorce? C'est le mystère des 3 dernières années de la vie de mère. Un mystère de plus en plus aigu, douloureux, presque criant, jusqu'à ce jour de 1971 où elle s'exclamera. La conscience intérieure peut dire, peut être consciente que cette souffrance-là est irréelle, mais la conscience physique ne peut pas. Elle ne peut pas. Il faut que ça change. Il ne s'agit pas d'entrer dans une conscience où on laisse cette conscience physique disparaître. Il faut qu'elle change. Il faut qu'elle change. N'est-ce pas? Il faut que le fait change. Pour que la transformation soit vraie, il faut que le corps aussi atteigne une harmonie au-dessus de toutes les maladies, au-dessus de tous les accidents. Que le fait change. Qu'est-ce qui va se passer? La surface, justement la partie qui donne l'impression d'une écorce, c'est ce qui changera en dernier. Qu'est-ce qui va se passer? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais ça changera en dernier. Ça changera, a-t-elle dit. C'est tout le mystère. Ce n'est plus le mystère de la formation d'un corps nouveau dans l'évolution. C'est le mystère de la transformation du vieux corps. Le chaînon entre les deux. Ou pas de chaînon. On dirait que cette vieille matière reste notre pierre de touche. Le fait du cadavre. Il faut que le rideau de la mort soit tiré dans tous les corps.